Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les taux se resserrent autour des députés Massata Samb et Mamadou Niang. Ils ont été placés en garde à vue après près de 9 heures d'audition à la division des investigations criminelles. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amin Diaye dans ce journal. La réaction de leurs avocats. Et pour mieux protéger les consommateurs et les usagers des services financiers numériques, l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal avait lancé une enquête nationale sur les services financiers numériques. Après 6 mois de collecte, les résultats des études ont été publiés ce mardi. Tout sur ces résultats et les recommandations à découvrir dans cette édition. Dans ce journal également, nous parlerons de la retraite, passage obligatoire pour toute personne en activité formelle ou informelle. Les jeunes s'y préparent-ils? Que comptent-ils faire à partir de la retraite? Réponse dans cette édition. Et tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, nous avons rencontré la propriétaire de Full Hair Institute. La fondatrice est une spécialiste des cheveux africains. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. D'abord, les députés Massata Samb et Mamadou Niang placés en garde à vue. Ils étaient depuis ce matin à la division des investigations criminelles. Les parlementaires qui ont passé près de 9 tours d'horloge devant les enquêteurs n'ont répondu à aucune question de ces derniers concernant l'affaire pour laquelle ils ont été convoqués. Ils ont évoqué leur immunité parlementaire. Écoutons leur avocat Adam Fall au micro de Cheikh Moussa. Une procédure est ouverte contre 2 représentants de l'Assemblée nationale, à savoir les députés Massata Samb et Mamadou Niang. Nous avons eu l'honneur de les assister lors de cet interrogatoire qui a commencé à 10h et on est 18h50 et l'interrogatoire vient de prendre fin. Ce qu'on peut retenir, c'est que les honorables députés ont tenu à venir ici à la DIC pour se présenter aux enquêteurs. Je précise qu'aucune convocation ne leur a été décernée, mais hier, comme vous l'avez observé, à l'hémicycle, des agents se sont présentés pour procéder à leur arrestation. Lorsque nous nous sommes présentés, il leur a été notifié qu'ils sont visés par une plainte émanant de leur collègue Aminata Ndiaye pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une UTT de 23 jours. À partir de ce moment, les honorables députés ont fait la remarque suivante aux enquêteurs en disant qu'ils étaient députés, que l'Assemblée était en session, que les faits qui leur sont reprochés se seraient déroulés au sein de l'hémicycle. Et compte tenu de toutes ces circonstances, ils doivent bénéficier de l'immunité parlementaire. Et que tant que l'Assemblée n'a pas statué sur la levée de cette immunité parlementaire, ils ne sont pas dans les dispositions de participer à une enquête en violation de leurs droits. Et une multitude de questions ont été posées et la même réponse a été servie aux enquêteurs. Au terme de leur audition, les enquêteurs ont décidé de les placer en position de garde à vue dans l'éventualité de les présenter au ministère public. Tout ceci s'est déroulé en la présence constante des conseils que nous sommes et demain, Inch'Allah, quand la décision sera prise de les déférer au parquet de la République, nous les accompagnerons pour faire valoir leurs droits. Et dans cette affaire, toujours les membres du Daïra Moustachidine Wal Moustarchidat ont également décidé de porter plainte contre la députée Andei Aminia Nibi pour des propos qu'elle avait tenus, des propos polémiques contre Serigne Moustapha Sy. Ils ont déposé la plainte au tribunal de grande instance de Kolda. Ils estiment qu'il y a offense à leur guide spirituel. Écoutons à ce propos leur porte-parole Fatou Wele Mbodj au micro de Seydou Diata.
Aujourd'hui, on est là pour porter plainte contre cette dame-là, se disant appartenant à la coalition Benno Bokk Yakaar, suite au débat de plénière et qui osait insulter notre cher marabout, qui est plus qu'un marabout, qui est un homme de Dieu, qui a tant œuvré pour les femmes, qui a tant œuvré pour la promotion des valeurs musulmanes et africaines. Donc ces marabouts-là, on ne laissera personne l'insulter. C'est la bataille de toutes les femmes dignes qui veulent être respectées. Nous appelons nos compatriotes femmes qui se disent féministes de conscientiser toutes les autres députées femmes à l'Assemblée nationale, de ne pas être ces marionnettes-là qu'on utilise. À l'Assemblée nationale, on n'est pas là pour être un bétail électoral. Nous sommes là pour défendre des causes, de montrer aux hommes que les femmes sont capables d'apporter des valeurs ajoutées importantes. Les femmes sont capables de diriger une assemblée, de proposer des idées qui peuvent pousser notre pays au développement, mais pas d'être là des femmes qu'on utilise, qui sont des marionnettes aux mains des hommes à faire le sale boulot, comme on dit, parce que ce qu'elle a fait la dernière fois, c'est le sale boulot. Comment on peut être, en tant qu'une femme africaine, surtout sénégalaise, pudique, qui se dit pudique, d'être devant tout le monde, devant toutes les autorités, et d'insulter. Ça, la femme africaine ne le connaît même pas. À plus forte raison, la femme sénégalaise. La place de la femme à l'Assemblée n'est pas d'être là à faire le travail des hommes tapis dans l'ombre qui veulent détruire le Sénégal. Parce que insulter nos vénérés marabouts, je dépasse même l'aspect de Serigne Moussa Fassi, Hafizallah wa Edouara. Je dépasse même son image, sa personne. Mais au-delà de tous les marabouts du Sénégal, on n'a pas cette histoire-là, nous, au Sénégal. On dit stop, que ça ne se répète plus. Et si ça se répète, on nous verra sur leur chemin. Parlons à présent de l'utilisation des services financiers numériques au Sénégal. L'Observatoire de la qualité des services financiers au QSF, en collaboration avec le groupe consultatif d'assistance aux pauvres, a réalisé une enquête nationale sur les services financiers numériques. Après près de 6 mois, les résultats de l'enquête ont été restitués ce matin. Madia Diop a assisté à cette restitution. Voici son compte rendu. L'arnaque, la fraude, le manque d'informations, les risques liés aux services financiers numériques étaient au menu de la rencontre organisée par l'Observatoire de la qualité de services financiers en collaboration avec la SIGAP. Avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons initié une enquête pour identifier les arnaques, les stratégies des arnaqueurs, les escrocs face aux services financiers numériques. Cette enquête révèle que 78% des utilisateurs ont ainsi été exposés à au moins un risque lié à l'utilisation des services financiers numériques. Pour Éric Duflo, représentant de SIGAP, la cause est connue. On sait qu'au Sénégal et comme dans d'autres pays, nous avons un analphabétisme qui est assez élevé. Donc pour que les clients comprennent, il faut aussi que les services soient très compréhensibles pour eux. Donc, par exemple, les services financiers numériques, parfois vous avez des petites conditions qui sont écrites en petites lettres ou des choses comme ça, mais les gens qui ne savent à peine lire, comment peuvent-ils comprendre cela? Pour lutter contre ces arnaques et fraudes, certaines solutions sont envisagées. L'éducation financière qui peuvent être assez importante si on ajoute un élément d'éducation digitale. Mais bon, il faut un ensemble de solutions. Il faut aussi que les fournisseurs apportent des solutions eux-mêmes ou elles-mêmes pour que les services protègent beaucoup mieux les clients. Parfois, c'est une question de comment on communique l'information, comment aussi on les prévient par rapport à ces arnaques. Cet atelier de restitution s'inscrit dans un cadre de promotion et de mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière. Cette initiative est lancée en 2021 par SIGAP, le Consultant Group for Power, pour protéger les utilisateurs des services financiers numériques. Et puis le ministère de l'Éducation nationale a lancé le projet Soukabe Django 2, un programme d'alimentation scolaire et de nutrition financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Ce projet, qui s'occupe des cantines scolaires, prend également en compte la santé et les performances scolaires des élèves. Les régions de Kolda et Sédhiou ont été choisies comme principale cible. Le lancement a eu lieu ce matin et c'était en présence de Mam Seynabou Babou et Moussa Fall.
Un budget de plus de 16 milliards consacré au programme de cantine scolaire. Pour une durée de 5 ans, Sukabe Django 2, le nom du programme, est destiné à 285 écoles primaires et maternelles dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Sukabe Django, qui signifie l'enfant de demain, a un objectif important, celui d'améliorer les résultats scolaires des élèves tout en leur garantissant une meilleure nutrition et une bonne santé. Grâce à ce programme, près de 80 000 enfants sénégalais recevront des repas nutritifs et copieux chaque jour de l'école. Dans le cadre de notre effort commun pour bâtir la prospérité au Sénégal, à raison d'un enfant sain et éduqué en même temps. Au-delà d'une bonne alimentation pour les enfants, ce programme présente des avantages économiques pour la région. Il présente également des avantages économiques importants pour les agriculteurs locaux et d'autres producteurs de produits alimentaires, auprès desquels nous achèterons de la farine de maïs et des légumes pour les 285 écoles participant au programme de cantine scolaire. Ces acquisitions apporteront plus de 625 millions de francs CFA de revenus aux économies de Kolda et de Sédhiou. Les régions de Kolda et de Sédhiou sont à l'honneur. Le ministre de l'Éducation nationale explique le choix de ces régions. Et les critères, c'est peut-être le taux d'abandon scolaire, la scolarisation, les couches les plus vulnérables, les résultats scolaires, le niveau de pauvreté dans ces zones globalement. Parce que c'est aussi un projet de partenariat avec une volonté d'améliorer de façon structurelle les conditions d'études et notre système éducatif. Ce programme financé par l'USDA va toucher plus de 100 000 élèves répartis dans 285 écoles élémentaires et préscolaires. Et après plus de 20 ans de volontariat, les professeurs d'arabe de la case des tout-petits de Mbour exigent leur recrutement dans la fonction publique. Ils ont organisé une manifestation pour attirer l'attention des autorités. Mamadouba et Muntaga Khan pour les précisions. Les animateurs de la case des tout-petits qui se sont investis dans le domaine depuis 23 ans se disent laissés pour compte au profit de nouvelles recrues qu'ils jugent moins méritantes que. Les bénévoles qui avaient tout abandonné pour aider l'école sénégalaise n'ont jamais été recrutés. Ce qu'ils font, c'est recruter d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Nous trouvons que les règles qui définissent le recrutement sont injustes. Les 1031 animateurs recrutés récemment viennent tous d'ailleurs. Parmi ceux-ci figurent nos élèves. On ne peut pas concevoir que des élèves que nous avons eu à encadrer nous-mêmes reviennent pour devenir nos supérieurs hiérarchiques sans qu'ils ne possèdent de diplôme professionnel. Nous trouvons que c'est une grande injustice. Ces enseignants bénévoles reprochent aux autorités de s'être servis d'eux pour les rejeter après coup. Je pense que les autorités, à commencer par la directrice de la case des tout-petits, ne font que nous utiliser pour nous tourner le dos ensuite. Ce n'est pas bon. Les protestataires qui réclament leur recrutement au niveau de la fonction publique demandent au chef de l'État de les aider à atteindre leurs objectifs. Ils se disent persuadés qu'il répondra favorablement à leur requête s'il en est informé. Nous lançons un vibrant appel au président de la République, Macky Sall, pour qu'il nous vienne en aide. Nous avons confiance en lui car on peut tout lui reprocher, mais on ne peut pas lui dénier sa bonté. Il n'est pas souvent au courant de beaucoup de choses, mais il réagit toujours positivement dès qu'il est informé. Le projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et la création d'emplois au Sénégal a bouclé la deuxième phase de son programme dans le nord du pays, financé par l'Union européenne et piloté par l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. Le PASPED a permis à plus de 2000 jeunes de trouver des opportunités. Momar Alessian et Mokhtar Sek nous en disent plus. Le projet de contraste à l'immigration illégale à travers l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal, le PASPED vient de boucler sa phase 2 et son bilan est jugé très satisfaisant par l'Agence régionale de développement. Dans la première phase, nous étions à
plus de 250 jeunes. Dans cette phase-ci, nous avons pu aussi insérer 175 jeunes, ce qui nous fait autour de 400 et quelques jeunes qui ont pu bénéficier d'un stage au niveau des entreprises. Ce qu'il faut souligner, c'est l'approche. L'originalité de l'approche qui est basée d'abord sur la compétence. Il faut valoriser les compétences des jeunes diplômés, mais également il faut partir des besoins des entreprises. Financé par l'Union européenne, le PASPED a permis d'offrir des opportunités à plus de 2000 jeunes. On est vraiment très ravis d'avoir accompagné 2306 jeunes, avoir un contrat de stage de 9 à 12 mois pendant les années un peu plus compliquées de la dernière décennie, parce que, en tout cas, les années 2020-2022, caractérisées par la pandémie, ça a été un peu compliqué par rapport aux opportunités. Donc, les 2306 jeunes qui ont bénéficié d'un parcours, d'un contrat de stage dans les 1064 entreprises bénéficiaires du PASPED, je pense que c'est un très concret résultat. Surtout, on doit féliciter les ARD pour ce travail au niveau territorial qui a démontré vraiment la possibilité de créer des opportunités concrètes et à la fois pour les entreprises et pour les jeunes diplômés. Le ministère de l'Emploi et le ministère de la Formation professionnelle ont pris l'engagement de pérenniser l'expérience de ce projet. Et que l'on exerce une profession libérale ou non, la retraite est un passage obligatoire. Se retirer du monde du travail, une étape de la vie parfois difficile à appréhender. Les jeunes en activité préparent-ils la retraite? Y pensent-ils vraiment? Paul Dacosta leur a posé la question dans ce reportage. Sous ces airs d'infatigable, Segamboup voit l'âge de la retraite au Sénégal toquer à sa porte. Prendre des vacances, couper les ponts avec la rigueur du travail est un privilège auquel il ne songe pas. Il travaille depuis son adolescence. C'est ma mère qui m'a initié au commerce. Cependant, après plusieurs années dedans, j'ai finalement intégré le milieu de l'art. J'ai fait en passant de la jardinerie. Finalement, je fais de la photographie et des tableaux d'art. Aujourd'hui, ce cinquantenaire peint sa vie grâce à la photographie. Je suis photographe maintenant. Lors des mariages, les baptêmes, je fais des albums photos. En même pas un mois, j'ai gagné 140 000 francs. Et lorsque je me rends compte que le déplacement va s'avérer difficile, je me limite à la vente des tableaux. Un retrait du monde du travail qui n'est pas facile à appréhender. En pleine partie de jeu de cartes, ce quarantenaire est concentré. C'est de la même manière qu'il pense à la retraite, il évolue dans le transport. Quand on travaille et que l'on a été témoin de la vie de certains vieux qui se sont retrouvés dans la rue après des années de travail, je pense que l'on ne peut que préparer sa retraite vraiment. Si on fait le calcul, il reste 12 ans à Adamassamb pour atteindre l'âge de la retraite au Sénégal, 60 ans. À cet âge, il faut y ajouter 12 ans pour avoir l'âge de Ibrahima Keïta. Il est transitaire au port de Dakar. En transit, il n'y a pas d'âge. Tu peux aller jusqu'à 70 ans. Ça dépend de ta santé. À force de, comme je te l'ai expliqué, nous, on n'a pas de retraite. On travaille jusqu'à... En 2012, on estimait à moins de 10% les personnes âgées de plus de 60 ans à bénéficier d'une pension de retraite en Afrique subsaharienne, avec des variations importantes selon les pays, peut-on lire dans un rapport de l'ANSD. Il y a 74 ans, l'Assemblée des Nations Unies adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dignité, liberté et justice pour tous. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme, revient sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. La situation du Sénégal, cette déclaration figure bel et bien en bonne place dans la Constitution sénégalaise. Aujourd'hui, notre arsenal juridique en matière de promotion et de protection des droits de l'homme est bâti sur la base des principes de base qui gouvernent
un peu la Déclaration universelle de Rome, telle que la question de l'universalité, la question de l'indivisibilité, mais également la question de l'indépendance des droits de l'homme. Il n'y a jamais de respect absolu en matière de droits de l'homme. Parfois, quand nous interrogeons un peu certains secteurs, aujourd'hui, vous avez vu, la question de la liberté de la presse est encore agitée, la question de la liberté d'expression est encore agitée, alors qu'il y a un arsenal juridique. Pour ce qui concerne donc la protection de la liberté d'expression, le nouveau code de la presse qui est un code conventionnel qui a été rédigé avec les différents acteurs, mais n'empêche aujourd'hui la problématique se pose. Cette question sur la liberté d'expression qui est remise sur la table avec la question des documents confidentiels doit encore amener l'ensemble des acteurs à s'asseoir autour d'une table. Nous, notre vocation en tant qu'institution nationale de défense des droits, ce n'est pas de nous immiscer dans le fonctionnement de la justice en demandant la libération ou la condamnation de tel ou tel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand une personne est arrêtée, quel que soit le motif, que l'ensemble des droits attachés aux droits de la défense soient respectés. Très souvent, nous remarquons que la transposition des dispositions internationales au niveau interne n'est pas faite souvent de façon adéquate. Et je pense que ça ne sert à rien pour nos États de ratifier des conventions internationales et après, en retour, de venir quand même prendre des lois et des règlements qui ne permettent pas une bonne protection des droits des migrants. Et à partir de ce 13 décembre jusqu'au 15, Washington abrite le deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le Sénégal et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Et d'ailleurs, lors de sa dernière visite au Sénégal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait accordé un entretien au groupe E-Média. Je vous propose justement de regarder un extrait de cet entretien. Nous avons une nécessité et une opportunité de resserrer les liens de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, non seulement de les resserrer, mais de les renouveler et d'avoir un vrai partenariat, parce que quand on réfléchit aux grands problèmes que nous avons devant nous, que ce soit les questions du climat, que ce soit les questions de la pandémie, question de construire une économie inclusive pour tout le monde, défendre la démocratie, on ne peut pas le faire sans l'Afrique. Dans 25 ans, 30 ans, une personne sur 4 sur notre planète sera de l'Afrique. L'Afrique est incontournable. Et le Sénégal, pour les États-Unis, est un partenaire clé parce que nous avons les mêmes valeurs, nous avons le désir de travailler ensemble. Et je repars à Washington avec, en tous les cas pour moi, un grand enthousiasme pour justement construire ces partenariats pour l'avenir, parce que je sais que c'est bon pour les États-Unis, je pense que c'est bon pour les Africains, et de toute manière, il faut que nous trouvions des moyens de nous soutenir tous les deux et d'aller de l'avant ensemble. Et du 3 au 11 décembre dernier, Kaolack accueillait la deuxième édition du festival du slam, le Saloum Feslam, qui a pour objectif de promouvoir ce genre musical dans la capitale du Saloum. L'événement a réuni des jeunes venus des 14 régions du Sénégal. Plus de détails avec notre correspondant à Kaolack, Adam Assar. Vulgariser la musique slam dans la capitale du Saloum, c'est tout le sens de cette deuxième édition du festival Saloum Feslam. Alors, Feslam est une innovation de Kaolack Slam Poésie pour faire parvenir le slam à tout un chacun dans la région pour qu'ils connaissent le slam, quelles sont les opportunités, quelle est vraiment l'utilité du slam dans la société et pourquoi le slam. Donc, on ne peut pas parler d'éducation sans slam, on ne peut pas parler d'avis et d'opinion sans slam. Donc, c'est ça. En plus, on fait des ateliers pour nous performer, nous d'abord, et ensuite laisser la place à la génération qui va venir. Donc, c'est ça l'utilité. Et aussi, on voudrait bien l'appui vraiment des autorités parce que sans eux, ça ne va pas passer. Et on est Kaolackois d'abord. On est né ici. C'est notre région native et aussi on est des artistes qui sortent et qui voient d'autres choses. On aimerait que Kaolack prenne ses pas parce qu'à part Dakar, il n'y a pas une autre région qui est vraiment au devant de la scène que Kaolack parce qu'en tout art, le début c'est ici, les premiers pas c'est à Kaolack, donc on ne peut pas parler d'art, oublier Kaolack, Thiès, Saint-Louis et Dakar. Donc nous avons Kaolack, nous sommes des Kaolackois et Kaolackoises. Nous voulons faire avancer le slam ici à Kaolack et ça commence à voir le jour.
le Centre culturel régional de Kaolack entend les accompagner. Et on est très heureux d'accueillir la deuxième édition du festival Saloum Feslam, qui est vraiment très important pour la région de Kaolack et pour la jeunesse. Parce qu'à travers ce festival, ils vont sensibiliser les gens sur l'importance de la culture dans la société, mais aussi sensibiliser les gens, sensibiliser les jeunes sur l'importance, comme je l'avais dit, de la culture dans la société à travers le salam. Avec un spectacle de salam, les scènes locales, ils ont pu véhiculer des messages très importants à travers le salam pour montrer à la population kaolackoise l'importance de la culture, l'importance du salam. Cette deuxième édition du festival Saloum Feslam a vu la participation de plusieurs jeunes venus d'horizons divers. Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de la CEO de Full Hair Institute, une entreprise spécialisée dans les soins capillaires et la commercialisation de produits pour cheveux. Sa spécialité, les cheveux africains. Koudissal s'est lancé avec seulement 20 000 francs. Khadija Ndadjouf et Barassaou l'ont trouvé dans son institut. Ces femmes prennent soin des cheveux de leurs clientes qui viennent de partout pour des soins capillaires. Nous rencontrons Koudissal, la propriétaire de l'Institut. Tout en activité, Koudi est fondatrice de cette entreprise spécialisée dans la vente de produits cosmétiques pour cheveux. En 8e année de médecine, se lancer dans l'entrepreneuriat, un projet qui auparavant ne lui avait jamais traversé l'esprit. Alors, de base, il faut savoir que Full Hair, ce n'était pas un projet que j'avais mûri, écrit un business plan. Non, non, non. L'entrepreneuriat, il m'est tombé dessus. Je ne connaissais rien de ce monde-là. Moi, j'étais étudiante en médecine. Pour moi, la vie, c'était les études. Hein. Après, je suis médecin, je vais à l'hôpital. Voilà. Cependant, il s'y lance avec seulement 20 000 francs. Aller au marché, puisque j'étais en vacances, la bourse, elle venait de tomber. J'étais chez moi, je n'avais pas besoin de l'argent. Donc, j'ai pris 20 000 francs de la bourse. Je suis allée au marché, j'ai acheté du beurre de karité, les huiles végétales, les poudres, tous les ingrédients nécessaires. Et j'ai fait mon mélange et j'ai obtenu 20 pots de pommade. Le même jour, je ne savais même pas que pour vendre un produit, il fallait mettre des étiquettes. Tout ça, je n'en savais rien du tout. Donc, je suis allée à la boutique, pas la boutique, les gens qui font exactement. Je lui ai demandé de me trouver une photo sur Google d'une femme avec beaucoup de cheveux et de m'écrire en bas full hair, puisque full veut dire beaucoup. Hair veut dire cheveux, et mon produit, je sais que ça fait pousser les cheveux, donc je vais l'appeler Full Hair. Donc là, en ayant vendu les premiers 20 pots de pommade, le chiffre d'affaires que j'en ai tiré et les bénéfices, je l'ai réinjecté pour acheter beaucoup plus de produits. Une somme qui aujourd'hui donne naissance à Full Hair Beauty Institute avec plus de 10 employés. J'ai regroupé les tâches que je devais déléguer. Parce que si je ne déléguais pas les tâches, je ne pourrais pas continuer mes études médicales. Alors que la médecine, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Donc, on a trouvé une assistante, une personne qui va gérer les réseaux sociaux. Déléguer aussi la tâche de la production, c'est-à-dire la production des produits. Prendre une personne, la former aussi. La partie technique aussi qui concerne la coiffure. Il faut prendre des coiffeuses, des gens qui sachent comment traiter les cheveux, comment prendre soin des cheveux. Et ces personnes aussi, il faut les former. Là, nous avons 7 employés permanents. Entre soins capillaires et vente de produits pour cheveux, Koudissal s'en sort plutôt bien. Bon, on s'en sort. En fait, il n'y a pas de métier ou de choses que vous faites avec le cœur et que les gens aiment et que vous
disiez que vous ne vous en sortiez pas. On s'en sort financièrement. Ça va. Cependant, ce qui l'intéresse le plus, c'est cette valeur ajoutée et les emplois qu'elle crée dans son pays. Je me devais de créer une entreprise et apporter quelque chose à mon pays. Moi, c'est ça ma satisfaction. C'est pas l'argent que j'ai, c'est pas les bénéfices que je fais. Si je fais de bénéfices ou pas, ça importe peu. Moi, je me sens bien quand je paye les employés. Entre sa 8e année de médecine et son rôle de chef d'entreprise, Koudissal est loin de lâcher la prise. Son credo, oser s'imposer, un message qu'elle lance d'ailleurs à toute la jeunesse. Merci pour cette minute motivation et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.